L'appareil photoréflexe numérique est un appareil idéal pour faire de belles photos assez facilement. C'est aussi un très bon appareil pour filmer, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois, comme ça, sans prévenir, une vidéo sortie photo. Du coup, pour ne rien rater et soutenir la chaîne, abonnez-vous. Bon, je croyais avoir trouvé un coin à peu près tranquille pour tourner cette vidéo. C'est le petit village de Us, US, ça s'écrit, donc typique du Vexin français, avec un petit marais, une belle végétation, mais apparemment il y a des coupes de bois qui se déroulent pas trop loin. Alors c'est pour ça que j'ai pas mis le micro d'ambiance, le micro d'ambiance Rode, mais j'ai le micro cravate qui est normalement plus près de ma bouche et qui va normalement faire en sorte que vous entendiez moins le bruit des tronçonneuses. Mais voilà, navré si jamais il y a un peu de bruit parasite. Quel est l'outil le plus pertinent pour filmer? La réponse en fait dépend de l'utilisation, bien évidemment, qu'on fait du film et dépend de l'époque dans laquelle on se trouve. Il y a de ça quelques temps, au début des caméscopes numériques, les ventes de caméscopes numériques, et même avant d'ailleurs de caméscopes les vieux caméscopes à VHS, c'était surtout pour des événements. Par exemple, avant une naissance, on achetait un caméscope pour filmer les premiers instants du bébé, pour filmer les premiers pas, ou alors à l'occasion d'un mariage pour immortaliser telle ou telle chose, ou alors peut-être à l'occasion d'un baptême. Bref, on s'achetait un caméscope numérique pour immortaliser un instant familial. Le marché de ces petits caméscopes est un peu en désuétude et c'est normal. Aujourd'hui, quasiment toutes les fonctions offertes par ce type de caméscope sont disponibles sur les smartphones. À titre personnel, j'utilisais encore il y a peu sur cette chaîne un caméscope domestique pour me filmer. Maintenant, je passe directement par mon téléphone avec une application, l'application Filmic Pro. Ça permet de faire une bonne vidéo, enfin une vidéo qualitativement satisfaisante et même meilleure que le caméscope numérique. Il y a encore certains cas, personnellement, où je peux utiliser un petit caméscope domestique, c'est quand je veux vraiment filmer quelque chose qui se trouve très loin et que le zoom de mon appareil réflexe, mais on va y venir à l'appareil réflexe, ne suffit pas. Dans ces cas-là, c'est vrai que le zoom optique d'un caméscope, même un petit caméscope familial comme le petit Canon Legria que j'ai, est plus performant que le zoom numérique de mon téléphone. Mais c'est vraiment une exception. Pour ce type de vidéo face caméra là, que je fais, le smartphone convient tout à fait. Comme je vous disais, là je me filme donc avec mon iPhone 11 et avec la caméra avant, la caméra selfie, ça permet à la fois de se voir, j'ai un écran de contrôle directement, et ça me permet aussi de filmer en 4K, ce que ne pouvait pas faire mon iPhone 8. Enfin mon iPhone 8 pouvait filmer en 4K avec la caméra principale, mais pas avec la caméra selfie. Du coup là je peux à la fois me monitorer, je peux à la fois filmer en 4K, bien que je n'exporte qu'en 1080p, ce qui je pense est suffisant pour YouTube. Mais voilà, avec l'iPhone 11 plus l'application Filmic Pro, j'ai un rendu qui est, je pense, pas trop dégueulasse, avec en plus un micro lavalier, micro cravate Rode, ou parfois un micro d'ambiance. Mais parfois ça suffit pas et on en veut plus, on veut notamment avoir ce beau rendu qu'on a sur les photos, à savoir avec une grande ouverture et donc une faible profondeur de champ, ce rendu un peu, alors avec tous les guillemets qui s'imposent, ce rendu un peu cinématique, à savoir le sujet qui se détache bien. Là on est un peu juste pour faire ça avec un téléphone et même avec toutes les applis qui vont bien. Du coup c'est là qu'intervient le réflexe pour se filmer proprement. Si on reprend l'historique des films au réflexe, même des courts-métrages ont été filmés avec des appareils réflexes. Il y a eu la grande époque, notamment du 5D Mark III de Canon, il y a de ça une dizaine d'années, qui était vraiment le premier réflexe à vraiment permettre d'obtenir un film de qualité. Et donc beaucoup de courts-métrages ont été filmés avec cet appareil. Pour filmer efficacement avec un réflexe, il faut quelques petites notions. Alors, je ne suis pas vidéaste, je suis photographe, mais je vais vous transmettre ce que j'ai moi-même appris. Alors, on va commencer par le basique. Tout d'abord, une vidéo, c'est une illusion optique. C'est tout simplement un nombre donné d'images fixes en une seconde qui permet d'avoir une illusion de mouvement. Typiquement, pour le cinéma, ça a longtemps été 24 images par seconde. Sur nos appareils, aujourd'hui, on peut en général régler 24 images par seconde, 25 images par seconde, etc. Bref, on choisit son nombre d'images par seconde, 25 images par seconde et en général, très bien.
Si on filme en intérieur, on a vraiment intérêt à choisir 25 images par seconde et pas 30 images par seconde. Il y a une question de scintillement quand on tourne en intérieur avec certaines sources de lumière. En effet, la fréquence du courant n'est pas la même dans les pays asiatiques et américains qu'en France. Du coup, en France, si jamais on filme à 30 images par seconde en intérieur avec certaines vieilles sources de lumière, avec des vieux ballasts, on peut avoir un scintillement assez indésirable. Du coup, pour éviter ça, dans les pays européens, enfin en France en particulier, plutôt sélectionner une vitesse de 25 images par seconde. En vidéo, il y a un lien entre cette fréquence d'image dont on a parlé et la vitesse. On parle plutôt de shutter speed quand on parle de vidéo, on aime bien les termes anglais. Tout simplement, cette vitesse, c'est celle que vous pouvez régler sur votre boîtier. Il est préconisé, alors c'est quelque chose qui est un rendu, je pense que c'est plutôt une règle empirique que quelque chose qui se démontre, mais en général, un rapport 2 est préconisé entre les deux données. Par exemple, si vous filmez à 25 images par seconde, il est préconisé de régler votre shutter speed, donc votre vitesse, votre durée d'obturation, au 50e de seconde. Si jamais vous voulez faire peut-être du ralenti, là il vous faudra augmenter votre nombre d'images par seconde, donc passer à 50 images par seconde, et dans ces cas-là, il faudra régler votre vitesse d'obturation à 1/100 de seconde, donc à chaque fois le double. Donc vous l'avez compris, un des grands principes de la vidéo, c'est que contrairement à la photo, la vitesse d'obturation, le shutter speed, est une donnée qui est plutôt fixe. Certes, elle n'est pas complètement fixe, si vous voulez tourner à 25 images par seconde pour avoir un déroulé normal, et qu'après il y a une autre scène où vous voulez faire du ralenti, donc tourner à 50 images par seconde, il vous faudra changer cette vitesse d'obturation. Mais on ne la change pas comme on la change en photo quand on utilise un mode semi-automatique. Du coup, en pratique, avec votre appareil réflexe, comment filmer? Alors là, je ne vais pas rentrer dans les divers manuels de tel ou tel appareil, mais il y a des principes généraux, je vais vous donner les miens. À titre personnel, je me mets en mode manuel et évidemment, je me règle à 25 images par seconde. Je fais jamais ou très peu de ralenti, mais voilà, donc je me règle à 25 images par seconde et donc je règle le shutter speed au 50e de seconde. Mon image est réglée et je la vois directement avec le mode Live View de mon appareil Nikon. Et du coup, la question qui se pose, c'est oui, mais s'il y a trop de lumière, imaginez effectivement que vous vouliez quelque chose de très cinématographique avec un sujet qui se détache bien de l'arrière-plan qui est flou, donc avoir une grande ouverture. Du coup, on ne peut pas régler la vitesse pour pallier le trop-plein d'apport de lumière. C'est là qu'intervient le filtre ND. Le filtre ND, il faut juste voir ça comme quelque part les lunettes de soleil pour votre appareil. Ça permet de maintenir une grande ouverture et donc une faible profondeur des champs tout en maintenant fixe votre vitesse d'obturation à 1/50e. Alors les filtres ND, on en avait parlé un peu plus généralement pour la photo dans cette première vidéo qui était une initiation au principe général d'un filtre ND. On avait ensuite vu dans cette deuxième vidéo, que vous trouvez toujours dans les fiches et dans la description, quelques applications supplémentaires du filtre ND. Une autre chose à prendre en compte, c'est si votre autofocus est assez déficient. Alors, il se trouve que l'autofocus de mon appareil, c'est pas qu'il est déficient, mais c'est que mon appareil n'est plus trop récent. C'est un D3300 de Nikon, alors un bon appareil entrée de gamme, robuste, mais c'est pas un autofocus dernier cri. Du coup, avec un autofocus qui est pas très performant, on peut avoir la vidéo qui pompe. Vous savez, donc vous mettez un autofocus et la vidéo refait le point à chaque fois sur le sujet, bref, a du mal à faire le point. Pour éviter ça, en fait, je fais le point d'abord avec l'autofocus sur le sujet et ensuite je mets le focus en manuel. Du coup, l'appareil arrête de faire la mise au point et il n'y a pas de risque de pompage. Bien entendu, si vous utilisez un appareil photo dernier cri ou même un hybride pour vous filmer, un hybride très récent, normalement vous n'avez pas ce type de problème. Après, je dirais que c'est une question d'habitude, c'est pour ça que j'irai pas beaucoup plus loin. En fait, beaucoup de choses, tout simplement, je les découvre en filmant. C'est un peu comme la photo, vous pouvez vous enfiler tous les manuels que vous pouvez vous enfiler tous les sites, tous les blogs, toutes les chaînes YouTube. Enfin, c'est utile, les chaînes YouTube, merci de me regarder, mais s'il n'y a pas de pratique, voilà, il n'y aura jamais de mise en pratique et donc il n'y aura jamais de progrès. C'est pareil pour la vidéo, voilà. Chaque boîtier est un peu différent à prendre en main. Du coup, je vous invite, si vous voulez vous mettre à la vidéo, ça paraît super bête à dire, mais de faire de la vidéo, tout simplement.
Pour faire une vidéo sympa, pas besoin nécessairement d'un sujet forcément extraordinaire qui décoiffe. Par exemple, je vous laisse là en fin de vidéo et en suggestion, ça va s'afficher quelque part sur la gauche de l'écran et sur ma droite, si ça ne s'est déjà affiché, une petite vidéo, un tout petit film que j'ai tourné près de l'étang du Cora avec une petite mise en musique, avec toutes les techniques justement dont je parle dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est assez complémentaire, allez y jeter un œil avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description de la vidéo. Il y a tous les liens dont on a parlé et notamment le lien vers mon site Vexin Photographie. Je vous dis à bientôt, faites de belles photos, mais aussi je compte sur vous des vidéos. Ciao!